Psychologie inverse. 13 leçons sur comment utiliser le rejet à votre avantage. Stoïcisme de Marc Aurèle. Ce devait être juste une nuit ordinaire, mais ce qui résonne, c'est le silence. Un silence qui pèse, qui occupe tous les recoins où il y avait autrefois une présence. Ce n'est pas le silence de celui qui dort, c'est celui de celui qui a été laissé, ignoré, oublié. Ce genre de silence, qui n'apporte pas la paix, il apporte l'absence. Avez-vous déjà ressenti cela? Quand une notification n'arrive pas, quand le regard se détourne, quand vos mots glissent dans la conversation comme s'ils étaient invisibles. Le rejet ne crie pas toujours. Parfois, il ne répond tout simplement pas. Et ce qui reste, c'est vous, essayant de comprendre ce que vous avez fait de mal. Le rejet fait mal, pas seulement à cause de ce qui manque, mais à cause de ce qu'il révèle sur nous. Car quand quelqu'un nous quitte, quelque chose en nous crie pour une explication, mais elle ne vient presque jamais, et c'est là que naît le danger. Pensez que le problème vient de qui nous sommes, au lieu de comprendre ce que nous essayons de prouver. Il existe une erreur subtile, presque imperceptible, mais très courante. Croire que être aimé dépend de l'autre, que nous n'existons pleinement que lorsque l'autre nous choisit, nous répond, nous valide. Or, cette dépendance, silencieuse et persistante, sape notre clarté intérieure et nous éloigne de nous-mêmes. Il existe une forme de rejet, qui ne vient pas avec des mots durs, mais avec de petits gestes qui nient l'affection. Ne pas répondre aux messages, détourner le regard, ne pas tenir compte des sentiments. Ce sont des attitudes presque invisibles, mais qui portent le poids de 1000 refus explicites. Et le pire, c'est que, souvent, on accepte cela comme normal. Sénèque écrivit, avec la lucidité de celui qui avait beaucoup perdu, que ce qui nous abandonne, souvent, nous ramène à nous-mêmes. Et c'est la blessure paradoxale du rejet. Elle nous arrache à quelqu'un, mais si elle est regardée avec courage, elle peut nous rendre à ce que nous sommes vraiment. Marc Aurèle, un autre qui savait ce que c'était que d'être abandonné même au pouvoir, nous rappelle que ce que nous ressentons n'est pas inévitable. Ce que nous ressentons est, en partie, ce que nous choisissons de penser de ce qui nous arrive, et cela change tout. Alors, peut-être, le silence du rejet n'est pas seulement un écho d'abandon. Peut-être est-il un appel, un murmure qui nous pousse vers l'intérieur, pour regarder sans peur ce qui nous a fait implorer la présence d'autrui, pour comprendre d'où venait cette urgence d'être accepté. C'est là que commence l'ouverture, pas vers l'autre, mais vers soi. Une ouverture introspective, où le rejet se transforme en miroir, et ce que nous y voyons est un chemin de retour, non vers le passé, ni vers ceux qui sont partis, mais vers ceux qui, en nous, attendaient d'être vus depuis toujours. Quand le silence dit « Tu n'es pas nécessaire », ce ne fut pas une dispute, ni un adieu définitif, ce fut juste le silence. Ce silence dense qui s'installe quand l'autre est toujours là, mais n'y est plus vraiment, quand les yeux passent sur vous comme des vitres, quand le « bonjour » devient un monosyllabe, quand la présence physique insiste à faire semblant de ne pas voir l'absence émotionnelle. Peu de douleurs sont aussi persistantes que celle-ci. Réalisez, jour après jour, que vous n'êtes plus une priorité, que vous êtes bien là, mais que vous n'avez plus d'importance. Peu importe si vous êtes fatigué, si vous êtes triste, si vous avez besoin d'être entendu. Ce que vous ressentez semble avoir perdu le droit d'exister dans l'espace entre vous. Et cela vous ronge lentement. Certains diront que c'est de l'indépendance, que chacun a besoin de son espace. Mais il y a une ligne ténue entre l'autonomie et la distance affective. Lorsque l'autre se ferme de l'intérieur et que vous continuez à insister pour offrir un abri, c'est comme parler à une porte verrouillée de l'intérieur. Et cela crée une absence que personne ne commente, mais que les deux ressentent. Cette forme de rejet ne crie pas, mais elle tue votre valeur de manière subtile. Car être ignoré sans raison, par quelqu'un que vous essayez encore d'atteindre, vous vole le sentiment de mériter. Vous commencez à douter de votre propre valeur, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous avez été traité comme invisible. Et ce type de douleur ne laisse aucune marque visible. Personne ne la voit, personne n'en parle, mais vous la ressentez, dans votre corps, dans vos gestes repliés, dans la façon dont vous commencez à parler plus doucement. Comme si même votre propre voix ne méritait pas d'être entendue, comme s'il fallait s'excuser d'exister. Le silence de l'autre commence à résonner en vous, comme si c'était le vôtre. Et c'est là que réside le danger. Quand vous commencez à vous traiter comme on vous traite, quand vous adoptez la même indifférence qui vous a blessé, mais contre vous-même, quand vous commencez à croire que ne pas être nécessaire est synonyme de ne pas avoir de valeur. Mais ce n'est pas le cas. Cela n'a jamais été le cas. L'absence de l'autre ne définit pas votre présence dans le monde. Et le silence que l'on vous a fait avaler n'a pas à rester votre langue maternelle. Vous pouvez encore réapprendre à vous parler, à écouter ce qui fait mal, et vous souvenir que votre importance ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un a cessé de la voir. L'erreur de tenter d'être indispensable pour celui qui ne vous voit pas. Il y a une soif invisible que beaucoup de gens portent. Une faim d'être vu, reconnu,
choisi, pas par vanité, mais pour la survie émotionnelle. Parce qu'à un moment donné de la vie, on a appris qu'on n'a de valeur que lorsqu'on est utile, quand on sert, quand on aide, quand on sauve. Et c'est ainsi que nous nous façonnons, faisant plus que nous ne pouvons, cédant plus que nous ne devrions, disant oui même quand tout notre corps crie non, dans l'espoir silencieux que, peut-être ainsi, l'autre s'en aperçoive, que, peut-être ainsi, nous commencions à avoir de l'importance. Mais il y a quelque chose de cruel dans ce schéma, car plus vous essayez de vous montrer indispensable, plus il est facile d'être écarté. Plus vous en faites, plus on s'attend à ce que vous continuiez à faire. Plus vous vous donnez, plus il semble que l'autre croit que c'est votre obligation, et non un choix. Sénèque écrivit « Qui offre tout perd tout ». Et c'est l'une des douleurs les plus difficiles à avaler. Réalisez qu'en essayant d'être tout pour quelqu'un, vous avez fini par n'être rien pour vous-même. Qu'en vous offrant entièrement, l'autre vous a reçu avec indifférence, ou n'a même pas remarqué que vous étiez là. Il existe un piège subtil dans cet effort constant pour plaire. Il nous éloigne de qui nous sommes, car nous commençons à vivre en fonction de la réaction de l'autre, à mesurer notre valeur par le reflet dans le regard d'autrui. Et quand ce regard ne vient pas, ou vient vide, quelque chose en nous s'éteint. Il n'est pas faux de vouloir être important. Le problème est d'essayer d'être essentiel pour quelqu'un qui ne vous voit même pas, pour quelqu'un qui ne voit que ce que vous faites, pas ce que vous ressentez, pour quelqu'un qui consomme votre présence, mais ne rend aucune présence. Et puis, il faut affronter une vérité qui fait mal, mais libère. Votre valeur ne réside pas dans la mesure où vous êtes nécessaire à quelqu'un. Elle réside dans la mesure où vous parvenez à être vrai avec ce que vous ressentez, même si cela signifie partir d'où vous n'existez qu'en tant que fonction. C'est un choix difficile, mais parfois, il faut cesser d'être utile pour enfin être entier. Le rejet n'est pas une sentence. C'est un signe de rupture de chemin. Il y a une question qui apparaît presque toujours après avoir été quitté. Pourquoi n'ai-je pas été suffisant? Elle vient comme un murmure, parfois comme un cri, mais toujours chargée de culpabilité. Comme si le rejet était un certificat d'échec personnel. Comme si la douleur d'être laissé confirmait qu'il y a quelque chose de mal chez qui nous étions. Mais cette question est un piège, car elle part d'une prémisse cruelle, que l'amour de l'autre est la preuve de notre validité. Et ce n'est pas vrai. Ce qui se termine n'est pas toujours dû à quelque chose de mauvais. Ce qui fait mal n'est pas toujours parce qu'il manquait quelque chose en vous. Parfois, c'est juste la vie qui dit « Ce chemin est terminé. Maintenant, c'est un autre. » Le rejet fait mal, mais il signale aussi. Il indique où il n'y a plus de place, où vous essayez de planter dans un sol sec, où tout ce que vous faites revient sous forme de silence. Il est difficile de voir cela quand le cœur saigne encore, mais avec le temps, si nous écoutons attentivement, la douleur commence à parler une autre langue. Marc Aurèle disait que « Si la douleur est inévitable, la résistance à celle-ci est facultative, et c'est peut-être la clé. La douleur du rejet vient, elle continuera à venir, mais ce que nous en faisons est un choix. C'est là que réside notre liberté, dans la façon dont nous interprétons l'abandon, dans le sens que nous donnons à l'absence. Il y a quelque chose de presque mystique à réaliser cela. Quand quelqu'un s'en va, quelque chose revient toujours. Parfois, c'est votre autonomie. Parfois, c'est le silence dont vous aviez besoin pour vous écouter. Parfois, c'est cette partie de vous que vous aviez oubliée, à force d'essayer de plaire à l'autre. La fin d'une présence externe peut être le début d'une reconnexion interne. Alors non, le rejet n'est pas une sentence. Ce n'est pas une fin. C'est juste un virage sur le chemin, un détour qui oblige à repenser les pas. Et peut-être que c'est précisément dans ce détour que vous trouverez enfin un morceau de vous qui n'aurait jamais dû être laissé derrière. 4. L'exercice stoïcien de ne pas se perdre dans l'abandon. Certains rejets ne viennent pas avec des mots, ils viennent avec l'absence, avec des messages qui n'arrivent pas, des promesses qui s'évaporent, des yeux qui cherchaient autrefois les vôtres et qui maintenant regardent par-dessus, comme si vous étiez devenu une partie du mobilier. Et dans ces moments, le plus grand danger n'est pas d'être quitté, c'est de se perdre dans l'abandon, parce qu'il existe un type de désorientation émotionnelle qui naît lorsque nous sommes abandonnés sans explication. La tête tourne en rond, essayant de comprendre. La poitrine se serre, comme si l'air avait changé de densité. Et sans nous en rendre compte, nous nous dissolvons en essayant de comprendre ce qui a mal tourné. Mais il existe un exercice silencieux, profondément stoïcien, qui peut nous maintenir ancrés, reconstruire en silence, faire de l'abandon un point de départ, non un point final, non pas avec colère, non pas avec hâte, mais avec présence, avec la conscience de ce qui demeure encore en nous, même après tout ce qui est parti. C'est dans le journal intime du soir que cette reconstruction commence. Elle n'a pas besoin d'être belle, ni cohérente. Il suffit d'être honnête. Il suffit d'écrire « Aujourd'hui, je n'ai pas été choisi, et pourtant, je suis là. » Parce que ce simple acte d'enregistrer la douleur sans fuite, sans maquillage, sans performance, est déjà un geste de reconnexion avec qui nous sommes à l'intérieur. Et peut-être réaliserez-vous dans ce processus
que vous avez déjà surmonté des choses que vous juriez ne pas pouvoir supporter, que vous êtes resté debout après des pertes bien pires, que vous avez survécu à des silences plus cruels. Et se souvenir de cela, c'est se souvenir de soi, de ce dont vous êtes capable, même quand personne ne regarde. La vertu stoïcienne ne consiste pas à paraître fort, elle consiste à maintenir la dignité, même lorsque tout s'effondre. Elle consiste à choisir de rester entier, même lorsque le monde essaie de vous réduire en miettes, car l'abandon peut emporter beaucoup de choses, mais il ne peut pas toucher votre intégrité, à moins que vous ne la lui donniez, et vous n'avez pas à la donner. Vous pouvez vous retirer, respirer, écrire, écouter ce qui palpite encore, et vous souvenir, être laissé ne définit pas qui vous êtes. Ce que vous en faites, oui. Et parfois, le silence qui reste est l'espace exact où votre âme peut de nouveau tenir. 5. Une métaphore cruelle sur le fait de tout donner et de recevoir des miettes. Avez-vous déjà construit une maison dans le cœur de quelqu'un? Y avez-vous mis vos peurs, vos affections, vos vulnérabilités les plus silencieuses et attendu d'être accueilli? Avez-vous fait tout ce que vous pouviez, non par obligation, mais par amour? Et pourtant, n'avez-vous jamais été vraiment invité à entrer? Il existe un type de rejet qui ne se produit pas lors d'une rupture. Il se produit dans la continuité. Quand vous offrez tout, mais ne recevez que des miettes. Quand vous vous donnez entièrement, mais êtes tenu à l'écart. Quand chacun de vos gestes de soin rencontre le vide en guise de réponse. Et pourtant, vous insistez. Parce que vous pensez que, peut-être, le prochain geste sera suffisant. Mais il y a une phrase qui doit résonner, même si elle fait mal. Ce n'est pas que j'ai trop donné, c'est que je me suis donné à qui ne sait pas recevoir. Et c'est une douleur presque invisible, car elle ne vient pas d'un non clair. Elle vient d'un presque, d'un peut-être, d'un « tu es spécial », mais le stoïcien n'offre pas en espérant un retour. Il offre par vertu, par choix, par intégrité, parce qu'il sait que le manque ne peut être la raison des soins. Et pourtant, il ressent, il saigne, il souffre. Seulement, il choisit de ne pas se perdre dans cette souffrance. La maison que vous construisez dans le cœur de l'autre doit, avant tout, avoir ses fondations en vous, car sinon, chaque refus sera un tremblement de terre, chaque silence, une fissure, chaque éloignement, un effondrement. Et vous ne pouvez pas continuer à vous effondrer juste parce que l'autre ne sait pas soutenir ce que vous êtes. Il existe une illusion très courante, celle selon laquelle tout effort émotionnel sera récompensé par la réciprocité. Mais la réalité est que, parfois, l'autre n'a même pas l'espace interne pour recevoir ce que vous offrez. Et ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas que vous ne soyez pas assez bien, c'est que l'autre n'est pas prêt ou disposé à faire de la place. Alors, arrive un point où il faut s'arrêter. Non par rancune, mais par amour-propre. Car continuer à insister auprès de quelqu'un qui vous garde à l'extérieur, c'est répéter l'abandon que vous craignez tant. Et vous n'en avez plus besoin. Vous avez déjà appris qu'il existe un endroit où l'amour commence vraiment. Et il commence à l'intérieur, où personne ne peut vous expulser. La beauté brute d'être rejeté et de ne pas disparaître. Toute douleur n'a pas besoin d'être vaincue. Certaines ont simplement besoin d'être ressenties jusqu'à ce qu'elles se transforment en compréhension. Le rejet est l'une de ces douleurs. Il n'annonce pas son arrivée, et il ne demande presque jamais la permission. Mais une fois qu'il est là, il laisse des traces partout. Dans les gestes, dans les pensées, dans les silences que nous choisissons de garder. Le plus grand piège du rejet est de croire qu'il nous diminue, que parce que quelqu'un est parti, quelque chose d'essentiel en nous a été emporté. Mais la vérité la plus dure et la plus libératrice est que personne ne peut nous voler à nous-mêmes, à moins que nous le permettions, à moins que nous ne nous abandonnions avec eux. Sénèque disait « Qui dépend des autres pour être entier, vivra toujours en morceaux ». Et c'est peut-être la leçon cachée derrière chaque nom que nous recevons. La nécessité de revenir à soi, de reconstruire, avec patience, les morceaux qui ont été laissés entre de mauvaises mains, de se souvenir que notre intégrité n'a jamais résidé dans le regard d'autrui. Marc Aurèle a écrit sur le devoir de ne pas s'abandonner, même quand tout le monde s'en va. Cela demande du courage, non pas le courage d'affronter le monde, mais le courage de rester avec soi-même quand tout semble vide, le courage de regarder dans son propre miroir et de dire « je suis toujours là ». Le rejet, lorsqu'il est traversé avec lucidité, cesse de concerner celui qui est parti, et il en vient à concerner ce que nous devons retrouver en nous. Quelles parties de nous-mêmes ont été oubliées dans l'effort de plaire? Le silence que nous avons appris à écouter quand il n'y avait plus personne pour répondre. Et puis, un jour, sans prévenir, quelque chose germe, au milieu des pierres, au milieu de ce qui semblait stérile. Une petite fleur, silencieuse, ferme, intacte. Et vous réalisez que même rejeté, vous n'avez pas disparu. Au contraire, vous avez enfin commencé à exister pour de bon. Maintenant, respirez. Ne précipitez pas cette dernière sensation. Laissez-la s'installer, qu'elle résonne. Parce que, peut-être, dans ce silence final, vous commencerez à vous écouter d'une nouvelle manière. Et cela, en soi, est déjà un nouveau départ.